Merci Christine. Merci à vous toutes et tous. Bon, désolée déjà parce qu'il y a eu un petit bug sur l'heure et dans ma tête, voilà, c'était cet après-midi, je vous le dis sincèrement. Donc du coup, voilà, j'étais en conseil de laboratoire, je suis sortie et je suis là et veuillez m'excuser pour ce retard. Et bon, voilà, c'est la fin d'année. Bien, donc du coup, je vais partager mon écran, c'est possible, j'imagine. Hop, donc voilà. Voilà, hop. Est-ce que vous le voyez assez grand ou je peux peut-être... mince, non, je le fais défiler. On le Voilà, voit, c'est là, parfait. Oui. oh, c'est super. Voilà, ok. Bien. Alors, hop. Du coup, voilà. Donc, comme l'a rappelé Christine, que je remercie à nouveau pour cette invitation, parce que c'est toujours important d'échanger sur des travaux. D'autant que là, ces travaux, ils ont été conduits par toutes les personnes que vous voyez s'afficher sur cette slide. Donc, des travaux collectifs dont je vais vous expliquer la genèse. Et puis, c'est des travaux d'une grande longévité, puisque on a commencé à peu près au 14 novembre 2018. Et nous sommes encore dessus aujourd'hui. Donc des travaux collectifs réalisés par Nikos Mernayos et moi-même qui avons coordonné ces travaux, ainsi que Laurent Tionquet qui est aussi à l'origine de ces travaux, Natacha Souillard, Lucie Loubert, Julie Renard, Pascal Marchand, Pierre Attino. Alors, on n'a pas tous été ensemble sur tous les rapports qu'on a produits, mais voilà l'équipe dans son ensemble. Alors, au départ, c'est une expérience de recherche particulière puisque c'est une expérience de recherche en temps réel. Donc, on n'en avait jamais fait, avec tous les biais que ça comporte, évidemment, hein, de la recherche en temps réel, c'est-à-dire l'absorption dans un événement sans recul, la difficulté aussi pour trouver du temps pour travailler, puisque nous avons chacun beaucoup d'occupations à côté, donc libérer du temps en urgence, ce qui nous a valu quelques nuits blanches pour produire ces rapports. Donc au départ, nous sommes à la sortie d'un conseil de laboratoire et puis nous discutons ensemble des Gilets jaunes, que l'acte 1 ne s'est pas encore produit. On parle d'une manifestation du 17 novembre. On est à peu près le 14 et on voit ça arriver sur les réseaux sociaux, chacun de nous, comme tous les citoyens en France, et des titres dans la presse, et on se demande de quoi il s'agit, puisque ce qu'on entend, et il nous semble en tout cas, c'est que ce sont en gros des gens qui veulent payer moins cher l'essence à la pompe uniquement, et qui vont tous sortir pour réclamer cela. Donc, ça veut dire des gens qui sont indifférents à la question environnementale et qui ne pensent qu'à la voiture et qu'à l'argent, à leurs finances. Donc, on voit arriver ça, on se dit, bon, bah, nous, on a les moyens ou les races, puisque il y a un outil qui a été développé, Iramutech, de lexicométrie. Et puis, on a des moyens aussi d'extraction des réseaux sociaux numériques. Donc, bah, on pourrait peut-être aller voir ce que disent ces gens-là, plutôt que d'en rester à ce que les médias nous en disent. Donc, on est allé voir et on s'est dit qu'il fallait peut-être récolter avant le 17 novembre ce qui se disait sur les réseaux sociaux numériques, pendant le 17 novembre, et puis voir un peu ce qui se disait. Donc, résultat des courses, je vais vous présenter un peu ce qu'on a fait comme récolte. Alors évidemment, d'un point de vue général, là, comme je l'ai marqué, on entendait aussi beaucoup de propos émotionnalisants, avec des portraits de gens qui se plaignaient, très dépolitisants, aucune revendication politique. Et puis une profusion que vous avez tous vue pendant plus d'un an, d'experts qu'on invitait sur les plateaux, d'éditorialistes qui sont très loin du terrain et des ronds-points et qui vont donner leurs avis sur ce mouvement. Donc avec une mobilisation de clichés évidemment historiques, la France des sans-culottes, etc., fin du mois, fin du monde, et puis des clichés aussi sociologiques, la France périphérique, les zones rurales, les oubliés de la campagne, etc. Des clichés politiques aussi, les fachos qui sont fâchés, etc., afin d'expliquer ce qui paraissait inexplicable. Alors, voilà l'analyse. J'ai essayé là de vous mettre. Alors, donc là, vous avez en rouge tous les rapports que nous avons produits. Il y a 3 rapports qui sont à gauche, que vous voyez, qui concernent les réseaux sociaux numériques.
Les 2 autres rapports sur les 5 concernent le vrai débat et le grand débat que nous avons analysé également, et la presse, puisque nous avons analysé 1 an de couverture de presse. Donc les 3 premiers rapports, c'est une comparaison de la couverture médiatique avec la parole des Gilets jaunes en ligne. Les 2 derniers, c'est le vrai débat et le grand débat. Donc le vrai débat organisé par des Gilets jaunes et le grand débat. Donc on a comparé les 2 espaces d'expression. Et puis le dernier rapport, c'est vraiment sur la couverture médiatique pendant 8 mois de couverture. Donc, nous avons analysé donc l'acte 1, l'acte 3 et l'acte 14, donc Twitter et Facebook, l'acte 1 à 21, puisque ça, c'est la recherche la plus récente que je conduis actuellement sur Telegram. Et je vais vous en exposer aujourd'hui des grandes lignes de résultats, mais elle n'est pas finie. Et puis, l'acte 1 à 33, donc en PQR et en PQN. Voilà, donc on a couvert un petit peu tout ça. On a aussi analysé la pétition de Priscilla Ludowski, les commentaires. Alors, tout ça a donné lieu à des rapports que nous avons publiés dans la presse. Ça a été aussi toute une aventure. Et puis enfin, un article que nous avons produit, puis il va y en avoir d'autres, donc dans la revue Terminale, donc en 2019. Alors, l'aperçu diachronique, pour qu'on ait un petit peu l'idée un petit peu de ce qui s'est produit. En mai 2018, pour rappel, donc, sort une pétition sur change.org, celle de Priscilla Ludowski, qui justement parle de cette hausse du gasoil, du carburant à la pompe. Et donc, nous avons extrait les commentaires pour savoir de quoi il s'agissait, si c'était vraiment anti-environnemental, de quoi ça parlait, etc. Et puis ensuite, le 17 novembre, là commencent les ronds-points. Sur les réseaux sociaux, les groupes fleurissent. Enfin, le 24 novembre, la routinisation des actions. Et puis, le 10 décembre, le discours d'Emmanuel Macron qui va essayer de reprendre la main. Et à partir de là, il reprend la main. L'agenda politique va donner la mesure. Et le 15 janvier, le grand débat, le vrai débat. Et puis le 15 mars, la restitution. Ensuite, il y a les élections européennes qui vont aussi occuper ces espaces d'expression. Alors, 3 des 5 rapports, je vous le disais, analysent et comparent les réseaux sociaux et la PQR et la PQN. Et le premier rapport ajoute à cela la pétition de Priscilla Ludowski. Donc là, vous avez tous les rapports. Donc, par exemple, pour vous dire, le premier rapport, on a analysé la manif du 17 novembre Cantal 15. Donc, c'est un groupe Facebook. On s'est dit, on va aller regarder dans les zones rurales, justement. Donc, on a pris celui-là. Alors, vu la population qu'il y a dans le Cantal, le nombre d'abonnés était intéressant quand même. Et on s'est dit, là, peut-être qu'on va avoir des choses assez fines. Et puis, on a absorbé des tweets, donc pas mal, comme vous pouvez le voir, avec les hashtags que vous voyez, plus la pétition. Ensuite, l'acte 3, c'est le rapport du 7 décembre. Donc, on a collecté du 2 au 5 et du 30 au 4 décembre pour Twitter. Donc là, c'est la France en colère que nous sommes allés regarder, plus Twitter, évidemment, et la presse. Et enfin, l'acte 14, c'est le rapport du 22 février. Alors là, c'est un rapport qu'on a fait un peu parce que beaucoup de journalistes nous disaient oui, alors est-ce que ça s'est essoufflé? Alors les titres de une, c'était en fait, en gros, ça s'est essoufflé, maintenant ils ne sont plus là, etc. Donc nous, on est allé voir si effectivement en ligne ou pas, il y avait encore un dynamisme dans les conversations et si ça s'était réellement essoufflé, ce qui n'était pas du tout le cas. Et donc on est allé regarder la France en colère et les médias en regard. Voilà, alors là, vous avez du coup la méthodologie d'analyse du web. Alors à la fois, c'est une méthode quantitative, mais c'est une méthode aussi, nous sommes tous là dans cette équipe, c'est un peu interdisciplinaire. Donc, on a de la Sciences Po, des sociaux, de l'infocom. Donc, en fait, toute cette force interprétative a été mise au service de la lecture de ces graphes. Là, vous avez une classification hiérarchique descendante, CHD. Donc sur un groupe Facebook, justement. Donc voilà, si vous voulez, c'est une analyse lexicométrique et puis à la fois pour extraire Twitter et l'analyser. Ça, c'est une méthode qui a été mise au point aussi, enfin, on va dire éprouvée par Pierre Attino et par Nikos Myrnaios avec DMI T4 qui a permis de recueillir les tweets au fil de l'eau. Et puis, ça fonctionne par, en fait, tweet et retweet, donc affinité. Donc voilà, on a utilisé ces méthodes sur lesquelles on pourra éventuellement revenir tout à l'heure si besoin est.
Voilà, donc la CHD, donc la classification hiérarchique descendante. Donc là, vous avez donc quelques références. Donc, pour ceux qui connaissent peu ces méthodes, on construit des classes de discours à partir de segments qui contiennent les mêmes mots. En fait, c'est comme si on était dans une pièce géante et qu'il y avait deux personnes qui étaient situées à chacune à un bout de la pièce, et on récupère leurs propos pour voir après ce que charrient leurs propos. C'est-à-dire qu'ils mettent en avant des mots, des thèmes, et puis des arguments, et on va retrouver des mondes argumentatifs, des mondes lexicaux, comme Reinert les appelle, qui disent quelque chose de l'homogénéité. Nous, notre question de base, c'était, on a l'impression que les Gilets jaunes, et c'est ce que les médias disaient au départ, disent tout et n'importe quoi. Il y a plusieurs groupes, ils ne sont pas organisés, il n'y a pas de porte-parole. Donc, en fait, est-ce que vraiment ces gens-là ont un propos qui est homogène? Est-ce qu'ils ont des causes communes de lutte, ou est-ce que c'est un peu un pot pourri de tout et n'importe quoi? C'est ça qui a motivé notre recherche. Et donc, la recherche de ces mondes lexicaux était un enjeu fort pour essayer de comprendre ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Alors, d'un point de vue théorique, je vais aller assez rapidement. J'ai mis vraiment là, pour le coup, toutes les références qu'on a. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, qu'on a essayé de voir un petit peu dans quel cadre on pouvait se situer, et surtout ce qui avait été dit avant, évidemment, toutes ces études. Donc, bien sûr, on a un investissement aujourd'hui croissant des réseaux sociaux par les groupes marginalisés dans l'espace public, dans l'espace médiatique, surtout traditionnel. Les réseaux sociaux offrent un potentiel de mise en visibilité. Mais ce phénomène, il doit être aussi il doit être lu à la lumière des pratiques informationnelles qui passent de plus en plus par les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, cet investissement sur les réseaux sociaux, il s'inscrit dans le modèle de l'engagement prôné par les plateformes. C'est-à-dire qu'on a un lien social qui est quantifié à travers des interactions. Il y a une logique de participation, d'expression, comme l'ont souligné Jenkins en 2006, Allard en 2007, Flichy en 2010. Et puis, il faut aussi souligner que les formats natifs, donc vidéo live, etc., groupe Facebook plutôt que page Facebook, ça a été propulsé par la plateforme depuis un changement d'algorithme en janvier 2018, donc un peu avant le début du mouvement. Enfin, on s'est aussi intéressé aussi au décalage entre le discours médiatique et la parole des Gilets jaunes, qui a été notre hypothèse de départ, une hypothèse classique évidemment, mais qui nous permettait d'analyser la manière dont les contre-récits des Gilets jaunes sur les réseaux sociaux pouvaient se manifester en réponse ou non au cadrage médiatique dominant. Alors, comme le rappellent Laurence Monnoyer-Smith et Stéphanie Wojcik en 2014, en citant les travaux de Cécile Cuny et Loïse Nez de 2013, ce décalage, il peut conduire à une action collective via un sentiment de l'empathie. Alors, sentiment de l'empathie ou convivialité, que nous avons trouvé ensuite. Alors, du point de vue du cadre théorique, toujours, on s'est basé beaucoup sur les analyses de Tufekci en 2019, dans son ouvrage « La Twitter et les gaz lacrymogènes ». Donc, cet ouvrage nous permet de voir qu'effectivement, comme elle le dit, les réseaux sociaux n'ont pas introduit de nouveaux mécanismes sociaux fondamentaux. C'est-à-dire que les humains se comportent toujours comme ils l'ont toujours fait, donc en réel, en ligne ou hors ligne, évidemment. Les technologies numériques, elles ont cependant quand même changé quelque chose, c'est-à-dire les conditions selon lesquelles ces mécanismes opèrent sur les mouvements sociaux. Alors, elle donne l'exemple de l'homophilie. L'homophilie, elle a tendance à des personnes à entrer en contact, à interagir avec d'autres personnes qu'elles perçoivent comme fondamentalement semblables à elles-mêmes. Et les médias sociaux, dit-elle, ne vont rien changer à cela, mais vont participer à la formation d'un nouveau type de communauté politique via une homophilie longue distance fondée sur l'opinion, et y compris l'opinion politique. Alors là encore, la question de la place de la politisation dans les pratiques socio-numériques qui était importante, puisque pareil, certaines études, celle de Smirnaios notamment en 2014, avaient montré que effectivement les propos sur Facebook sont politisés. Ce n'est pas juste des opinions ou des remarques en l'air ou du troll ou du buzz.
Donc, il y a quand même de l'argumentation, et donc ça aussi, on est allé voir s'il y avait de l'argumentation dans les propos. Et puis, il y a une chose importante aussi, c'est cette question de l'attention. Justement, alors, Bruce Bimber, en 98, dans l'Internet et la transformation politique, il parlait de pluralisme accéléré. C'est-à-dire, en gros, on allait avoir beaucoup d'opinions diverses qui allaient se former avec Internet, puisqu'il parlait d'Internet et des groupes d'intérêt, mais il disait que c'était aussi un levier, ça, pour la formation de mouvements. Cette économie de l'attention, elle fonctionne de la manière suivante. On disperse, évidemment, puisque les plateformes dispersent l'attention sur plusieurs pages, plusieurs groupes, etc., plusieurs messages, trie, sélectionne. Donc, en fait, tout est un peu éparpillé, évidemment. Alors, est-ce que ça a un impact sur les causes d'une lutte, sur les cadres d'une action collective? Comment elle peut s'homogénéiser malgré cela? Comment ils vont s'en servir? Et puis, est-ce que ça favorise aussi l'absence de structure de ces mouvements? Donc là, je cite les travaux de Freeman en 1970, qui avait travaillé sur le désarmement nucléaire aux États-Unis, justement, et puis la multiplicité des causes du cadre, enfin la multiplicité des cadres de l'action collective, justement, qui ne s'entendaient pas forcément sur qui est le responsable, qui est la cause, quelle est la cause à mettre en avant, etc. Bon, c'est aussi le règne du temps réel, ces réseaux-là. Là, vous avez une capture sur Twitter donc en 2019 d'une manifestation. Donc, avec la personne, on pouvait suivre en direct ce qui se passait. Voilà, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, je ne sais pas où le propriétaire du téléphone, il trouve un téléphone par terre, etc. etc. Alors, donc là, c'est un tableau donc à droite qui a été réalisé par Julie Renard, qui montre vraiment là sur le groupe Toulouse. En fait, ça, c'est tous les groupes toulousains pendant le mouvement. Quels sont les réseaux sociaux avec des usages totalement différenciés. Donc, on va du privé au public, donc Telegram, Signal, Telegram, Discord, Messenger qui se situe entre les deux, et puis Facebook, qui avait 11 groupes Facebook, YouTube 6, et Twitter 1. Donc, des répertoires d'actions collectives très variés. Alors, Telegram, juste un petit focus, puisque je vais en parler un peu après. C'est une application de messagerie qui est peu étudiée en SHS, mais qui commence à l'être, hein, puis qui l'est beaucoup à l'étranger néanmoins. Là, je n'ai pas cité tous les travaux qui sont faits à l'étranger, mais il y en a quelques-uns. Il y a notamment les travaux donc de Maréchal, c'est une chercheure, Caroline Dussut, c'est une activiste qui est impliquée dans les droits digitaux. Et elle s'est intéressée à l'histoire politique de Telegram en 2018 dans une communication. Et du coup, son angle, c'est la sécurité des données. En gros, elle explique que leur engagement idéologique envers la liberté, c'est plutôt une question de principe qu'un réel engagement envers les droits de l'homme, parce qu'ils ne donnent pas accès. Telegram prétend être une entreprise à code source ouvert, mais en fait, ils ne fournissent pas assez d'éléments, ces fondateurs. Pardon. Un indicateur de déplatformisation, donc ça c'est Rogers, les analyses de Rogers, qui nous dit, puisque Telegram c'est considéré comme la messagerie des activistes, des extrémistes, en gros ils ont été chassés parce qu'ils ont été modérés ou censurés sur les réseaux sociaux habituels, donc ils vont sur Signal ou Telegram. Bon, ben ça aussi, nous, dans notre analyse sur Telegram, on est allé voir s'il y avait effectivement des extrémistes qui se cachaient sur ce réseau social. Rogers a une belle expression pour cela, c'est en gros les réfugiés des réseaux sociaux. Alors voilà nos questions et hypothèses de recherche. La première, en quoi la participation politique en ligne constitue un répertoire d'action spécifique? Peut-on saisir les contours de revendications homogènes? Et puis comment l'agenda médiatique et l'agenda du mouvement et l'agenda politique vont-ils s'articuler? Voilà les résultats donc, des 3 rapports, Twitter, Facebook, la pétition, la PQR et la PQN, donc de novembre à février. Voilà, alors là, je vous les ai présentés parce que je ne peux pas vous présenter tout en détail, mais je vais vous présenter un peu plus, on va faire un peu plus de détails après quand même, néanmoins.
Ce qu'on observe de manière générale, c'est que déjà, il y a une politisation forte dans ces pratiques socio-numériques, dont l'importance elle a été minorée par le cadrage médiatique. D'autre part, et ça c'est un résultat important aussi, une relative homogénéité dans les revendications, alors qu'on parle de groupes différents, de pages différentes et de l'absence de porte-parole. Et puis une pérennité de ces revendications tout au long des rapports. En gros, il y a deux pôles de revendications qui se détachent, les injustices fiscales et les inégalités sociales. Et puis le troisième rapport va nous permettre de relever un troisième pôle qui émerge en décembre, à peu près, celui des injustices judiciaires. Donc c'est suite aux violences aussi policières. Pour les médias, je ne vais pas en parler là, j'en parlerai à la fin, puisqu'on a réalisé un travail coordonné par Pierre Attino, et je vous en présenterai les résultats à la fin. De manière générale, du point de vue du cadrage médiatique, ce qu'on observe, c'est qu'au départ, les médias focalisent sur le conflit d'usage autour de la taxe sur le carburant. Donc, on note aussi des assignations politiques, ils sont de gauche, ils sont de droite, etc. Et puis, on relève aussi le vocable de la colère, focalisation sur une émotion collective, plutôt que sur des idées. Et puis enfin, fin novembre et début décembre, l'agenda médiatique, là, va se trouver davantage raccordé à l'agenda social, aux revendications des Gilets jaunes. Alors, ils vont relayer davantage les revendications des Gilets jaunes sans les réduire au conflit d'usage. Ils vont essayer de comprendre qui sont les Gilets jaunes, donc ils vont faire plein de portraits de Gilets jaunes. Et puis, toujours, il y a le vocable du pathos, l'émotion des gens, etc., l'appel au vécu. Et enfin, on peut dire que cet appel au vécu, ces portraits de Gilets jaunes sont une forme de dépolitisation de la lutte à nouveau en décembre. Enfin, la troisième évolution qu'on remarque, c'est que les médias commencent à laisser entreapercevoir que le thème de l'écologie est aussi un thème porté par les Gilets jaunes. Donc ça commence un petit peu à émerger. Donc voilà, là, je vais résumer un petit peu. Voilà. Le troisième temps de la parole des Gilets jaunes va se porter sur la réforme politique institutionnelle, les revendications institutionnelles. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter à ça? C'est bon. Hop. Je vais assez vite parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de vous prendre trop de temps et c'est mieux d'échanger ensuite. Donc là, hop, vous avez un dendrogramme, donc ça c'est l'acte 3, la récolte du 2 au 5 décembre 2018, soit 37 251 postes du groupe La France en colère, qui était diligenté par Maxime Nicole, qui s'appelait aussi Fly Rider, Éric Drouet et Priscilla Ludowski, et qui comprend 230 000 membres. Alors, il faut préciser quand même que La France en colère, c'est un groupe dans lequel il est nécessaire de s'inscrire pour pouvoir poster. Ce qui a cet aspect du dispositif a un impact, un impact sur la faible présence de propos injurieux et sur la dynamique interne des discussions, évidemment. Cet ensemble-là, il représente 5% du corpus global. Et puis, il commence en fait le lendemain de la manifestation du 1er décembre. Alors, on a beaucoup de classes qui, finalement, sont des encouragements aux manifestants blessés ou choqués, des messages de bienveillance à destination des étudiants, des lycéens également. Donc, on a beaucoup de ça. Et puis, des lignes de convergence vont se distinguer, donnant une sorte d'homogénéité définitionnelle au mouvement au fur et à mesure sur qui ils sont, ce qu'ils veulent, etc. L'apolitisme est vraiment mis en avant pour éviter toute récupération, disent-ils, et comme une sorte de garantie unitaire du mouvement et de la force du mouvement. Donc là, je vais passer assez vite. Comment se qualifie-t-il? S'appelle-t-il les Gilets jaunes? S'appelle-t-il mouvement? S'appelle-t-il... Voilà, on s'est posé cette question, on a regardé. Dans nos rapports, vous aurez tous les détails, évidemment, de cette question. Là, juste vous en dire deux mots. Ils mettent en avant un fort attachement au pouvoir démocratique. Ils disent représenter le peuple.
rejeter la violence, être apolitique et donc éviter toute récupération politique. Et effectivement, la mise en avant, on va dire, d'un témoignage d'un isolement fort. Ce sont des gens qui mettent en avant l'isolement, à la fois économique, l'insécurité économique dans laquelle ils sont, l'isolement dans la vie quotidienne à cause de leur niveau de vie. Certains qui disent, bah voilà, moi je n'allais plus au bar, je n'allais plus au café parce que je n'ai pas l'argent pour payer le café, la bière ou quoi que ce soit. Et en fait, là, sur les ronds-points, ils vont retrouver une convivialité, ils vont rencontrer des gens, ils vont refaire du lien social sur ces réseaux et à la fois hors ligne sur les ronds-points. Ceux qui ne sortaient pas, ceux qui n'avaient jamais voté, vont expérimenter ici une citoyenneté et portent la revendication d'un intérêt général bien au-delà de leurs intérêts particuliers. On n'est pas dans une rhétorique du mandat impératif en mode il faut augmenter le SMIC ou il faut augmenter le chômage parce que moi je et moi je. On est vraiment dans la cause portée de manière collective. Alors, comme je voulais souligner, on a deux points qui émergent de nos analyses et qui sont importants. Premier point, des revendications qui ne sont pas réductibles à des mots d'ordre, sans fond et sans réflexion. On a trouvé que les internautes argumentaient leur position, débattaient, mettaient en cause un système économique et politique qui, selon eux, s'essouffle et ne fait plus ses preuves. La transition écologique est argumentée et elle est portée aussi par une partie des internautes. Et puis le deuxième point, c'est le rejet majoritaire de la violence et un débat autour de l'utilisation légitime de la violence. Alors, on trouve une volonté de se différencier des casseurs, mais en même temps, une discussion sur, oui, la violence permet aussi, finalement, peut-être de faire avancer les choses, mais en même temps, elle est identifiée comme un piège qui pourrait oblitérer le sens de leur lutte et les invisibiliser. Donc, en fait, la dénonciation de la violence, elle prend la forme d'un contre-récit médiatique, voilà, pour éviter d'entacher la crédibilité, etc. On a des exemples de segments qui nous disent « Aidez-moi à vivre mieux, pas à casser des vitrines pour piller ou taper des politiciens. Sûrement pas, etc. Je soutiens les policiers, etc. » Donc, on a des tas de segments qui nous disent cela. Alors, il faut être quand même mesuré dans nos résultats et les remettre en contexte. On est sur des pages Facebook qui sont encore publiques. Elles vont passer en privé à partir de l'acte 3, La France en colère. Le lendemain d'ailleurs de notre dernière récolte, elle passera en mode privé. Ce sont des pages publiques et ce sont des vitrines, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut donner comme image de la lutte, ce qu'on veut donner comme image de la cause. Donc il y a une modération qui est effectuée et il y a une image qu'on veut donner. Ce n'est pas forcément ce que pensent réellement les internautes, c'est ce qu'ils veulent qu'on pense d'eux, etc. et ce qu'on pense de la lutte. Et l'image du mouvement, c'est quelque chose à laquelle ils sont très attachés. Donc, c'est pas forcément, voilà, on ne peut pas trancher sur la question de est-ce qu'ils sont pour ou contre la violence. On voit qu'il y a des traces de débat, mais on peut penser aussi que c'est aussi une publicité qu'ils se donnent sur ces pages-là. Alors, tout bascule avec l'acte 3, évidemment, c'est l'acte où on va avoir des violences aux Champs-Élysées, etc., et qui vont propulser ce sujet de la violence en tête des actualités, dans les unes. On va avoir des problèmes aussi de violence et puis de blessures avec des flashballs. Donc là, si vous voulez, le lendemain de l'acte 3, on a 8 unes sur 10 dans les médias qui sont consacrées quand même à la violence. Et puis la presse régionale qui jusque-là s'occupait pas de cette histoire de Paris, etc., va parler de Paris et va parler de la violence. Alors, rapidement, là, juste voilà, pour préciser que c'est un mouvement qui tente de reformuler la question écologique en l'articulant, et c'est là où on a trouvé ça très intéressant, à la question des injustices fiscales et des inégalités sociales. Il y a une sorte d'expertise et de revendication de il n'y a pas de raison que les femmes et les hommes politiques soient les plus experts. Nous sommes aussi experts dans notre vie quotidienne en tant que citoyens. Nous détenons une expertise et notre parole vaut autant que celle d'un politique. Donc, ils vont faire des analyses. Ils vont analyser la question écologique au prisme des inégalités sociales et des injustices fiscales.
Alors, la défiance forte pour le politique, alors vous vous souvenez du 16 septembre 2018 où Emmanuel Macron propose de traverser la rue pour trouver un travail. Ça, c'est pas très loin dans leur tête. Et puis, il va y avoir d'autres événements. Très rapidement, dès l'acte 2, on a Emmanuel Macron concentre l'essentiel des critiques. Les Gilets jaunes sont en face en revendiquant une compétence politique, évidemment, en lui disant la hausse des taxes des carburants, c'est sympa, mais c'est un faux prétexte de la transition écologique. Pourquoi on ne taxe pas les pétroliers, les constructeurs, les entreprises, etc. Donc, ils rebondissent sans cesse sur l'actualité politique et de plus en plus au fur et à mesure du mouvement. Par exemple, l'exit tax, si vous vous en souvenez, qui avait été voté juste avant le premier acte, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2018. Alors, l'exit tax, pour rappel rapidement, c'était l'Assemblée nationale qui entérine en fait la fin de l'exit tax qui existait depuis 2011 et qui est remplacé par un dispositif qui s'appelle anti-abus. En fait, en gros, les contribuables français qui souhaitaient s'expatrier fiscalement pouvaient échapper à une imposition sur les plus-values immobilières. Et pour cela, ils devaient attendre 15 ans. Là, ils n'avaient plus besoin d'attendre, si je résume. Donc ça a été très mal vécu par les Gilets jaunes, évidemment. Et puis, l'augmentation du nombre de collaborateurs du cabinet de Marlène Schiappa aussi, avec Marlène Schiappa qui fait cette sortie en disant c'est normal vu la quantité de travail qu'ils ont fait. Donc, résultat, ça aussi, c'est très mal vécu en ligne. Les Gilets jaunes, en fait, ils témoignent d'un mépris, d'une violence de classe par laquelle ils sont sans cesse renvoyés à leur place. Alors, sur un plateau de BFM TV, je me souviens aussi, il y avait un éditorialiste qui leur disait, mais regardez, ils avaient invité un gilet jaune, vous avez un iPhone là, alors déjà, vous avez un iPhone, alors vous vous plaignez de pas avoir assez d'argent. Et puis moi, avec 2 000 euros, vous comprenez, ou avec 1 000 euros, je m'en sortirai très bien. Je ne vois pas pourquoi vous voulez en plus des vacances, une voiture de luxe, etc. En gros, c'est ça, hein, la violence de classe. La sociologie en a assez parlé pour dire que c'est quand on renvoie quelqu'un à sa place en disant pourquoi tu as un niveau de vie, contente-toi de ton niveau de vie et continue tes efforts pour le collectif. Donc, c'est ce renvoi-là qu'ils critiquent et qu'ils mettent en avant en critiquant donc une classe politique qui profite, qui vole et qui est corrompue. On dénonce les salaires du gouvernement, le train de vie des membres du gouvernement également. Donc voilà, vous avez des extraits sous les yeux. Donc ça, bon, avec le RIC, alors le RIC, il va apparaître vraiment en décembre. Les médias vont parler beaucoup du RIC après, comme si c'était la revendication principale des Gilets jaunes, donc de décembre 2018 à juin 2019. Ce n'est pas la revendication qui apparaît le plus tôt chez les Gilets jaunes, c'est une des revendications, le référendum d'initiative citoyenne, mais ce n'est pas la revendication principale des Gilets jaunes. Voilà, alors là, vous avez un graphe de relation. Donc, ça, c'est sur Twitter, sur les usagers. Donc, ce graphe, il a été réalisé par Nikos Vernayos et interprété par Nikos, Natacha Souillard, moi-même et Laurent Tionquet. Donc, en fait, on voit apparaître là des communautés distinctes autour de la question des Gilets jaunes. Alors, on l'a construit, comme je vous le disais au départ, à partir des retweets et des tweets. Et on va déterminer des groupes d'individus qui se retweetent, ce qui pour nous est la marque d'une certaine affinité personnelle, politique, etc. Donc, on obtient de grands ensembles que vous pouvez voir là. Alors, le premier groupe en fuchsia clair à droite que vous voyez, c'est ce qu'on a appelé les apolitiques critiques. Donc, en fait, c'est des individus sans engagement politique spécifique qui partagent beaucoup d'infos sur la culture populaire jeune. C'est beaucoup des vidéos de rap, la télé-réalité, des vidéos YouTube, etc. C'est des jeunes, beaucoup d'influenceurs. Ceux-là, finalement, c'est des influenceurs qui ont fait circuler des contenus au sujet des Gilets jaunes, des parodies, des montages, des gifs, et remettent en question les Gilets jaunes. Sont souvent des jeunes et ils remettent en question les Gilets jaunes. En gros, ils disent oui, ils nous bloquent, ils nous mettent en retard pour aller au travail ou dans les transports, ils nous cassent les pieds, nous on ne comprend pas, etc. Et puis ils diffusent des fake news, ils sont complotistes, etc. Un second groupe que vous voyez en orange, ce sont les soutiens des Gilets jaunes à la droite de la droite. Donc ça, c'est structuré autour de personnalités politiques d'extrême droite. Donc vous avez Marine Le Pen,
Gilbert Collard, Jean Messia, le souverainiste aussi Nicolas Dupont-Aignan. Et puis, vous avez des sources d'infos qui vont avec dans ce groupe-là, qui sont relayées par l'extrême droite, donc Damoclès, F de Souche, La Plume Libre, ce sont des comptes sur Twitter, RT, et des comptes de soutien au mouvement qui apparaissent apolitiques, sans l'être forcément. C'est-à-dire que c'est des groupes genre soutien aux Gilets jaunes. Et en fait, nous, quand on est descendu grâce à ces analyses, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des tweets, mais il faudrait descendre 500 tweets à la main, qui sont d'extrême droite. Donc, en fait, qui sont infiltrés par l'extrême droite. Donc, il y a soutien GJ, notamment, et Gilets jaunes Go, qui sont des comptes de ce type-là. Donc, en gros, eux, ils critiquent le gouvernement, ils critiquent Macron, ils font des comparaisons avec des événements révolutionnaires, avec la perspective des élections européennes. Ils ont tout un discours sur les injustices sociales et fiscales, mais beaucoup plus faible dans ce groupe, finalement, que dans les autres groupes. Ensuite, vous avez les soutiens des Gilets jaunes à gauche, en bleu clair, qui sont les organisations de la gauche antilibérale. Donc là, c'est la France Insoumise, le Parti communiste, Place Publique. C'est le groupe le plus volumineux du côté du soutien des Gilets jaunes. Alors, ils font la critique de Macron, ils parlent des sorties de crise, la structuration du mouvement, etc., le pouvoir d'achat, beaucoup de discussions sur les injustices sociales et fiscales, la suppression de l'ISF, etc. Puis ensuite, vous avez les soutiens du gouvernement, donc en gris foncé. Donc ça, on a dedans des médias, France Info, l'AFP, LCI, Q officiel, des journalistes et des soutiens du gouvernement, c'est-à-dire des discours qui sont très proches du gouvernement. Les supporters de Macron semblent adopter une position moins agressive qu'en début de mouvement au fur et à mesure dans nos résultats. Bon, et on a des traces lexicales qui nous informent sur la volonté partagée de se doter d'une information alternative à la médiation journalistique, donc autour de la critique de BFM notamment. Bien, alors je ne vais pas aller plus loin pour ne pas prendre trop de temps. Donc voilà, vous avez des segments là de critique des médias que vous pouvez lire. Bon, en gros, si nos résultats visent à étayer l'idée selon laquelle ils ne critiquent pas les journalistes ni le travail journalistique, puisque ça, on l'a regardé en détail. Ils critiquent l'appartenance économique à des grands industriels et des milliardaires, donc la concentration des médias dans la main de milliardaires en France. Ils critiquent également le piège que représentent les médias télé pour les Gilets jaunes. Ils disent clairement, nous sommes arrêtés d'accepter les invitations sur les plateaux parce que vous n'êtes pas des experts pour parler sur les plateaux. Et en face, vous avez des éditorialistes qui sont rompus à l'exercice et qui vont, en gros, nous faire passer pour des idiots. Donc, c'est un piège, n'allez pas sur les plateaux. Ils ne nous préparent pas et on sert de guignol, en fait. Donc, on a cette critique des médias télé, on a cette critique de l'appartenance économique des médias, mais on n'a pas trouvé de traces de critique de ce qu'est l'information, le travail journalistique et les médias en général. Juste un point, on en arrive à la fin de ce sujet-là. Voilà. Là, je ne vous avais pas montré peut-être voilà. Je vais vous montrer les segments. Donc là, par exemple, bon, voilà, vous avez ce qui est important là de regarder, en gros, c'est qu'ils associent BFM TV, donc BFM TV revient sans arrêt, CNews aussi, LCI, CNews, France Info, BFM, qui sont quand même pointés du doigt systématiquement. Voilà, Rutel Krief gagne des millions, nous jouons notre survie, la haine des journalistes et de l'État contre le peuple, etc. Mais ça, il a fallu qu'on aille faire une analyse plus qualitative pour regarder. Alors, ce qu'on a appelé le bestiaire de la colère, c'est tous ces mots, ce vocable, justement, qui émane des réseaux sociaux. Bon, là, vous avez un exemple des nombreux posts issus du 3e rapport qui témoignent vraiment de la virulence et de l'incompréhension face à l'affaire Benalla, qui a vraiment occupé tous les réseaux sociaux à ce moment-là. Voilà, je passe. Voilà. Hop. Donc Emmanuel Macron, comme je vous le disais, qui est la figure repoussoire principale, ce n'est pas Édouard Philippe, c'est Emmanuel Macron. Voilà, qu'on traite de dictateur.
on reprend ses propos, c'est pas la rue qui fait la loi, donc pas le peuple, donc on est clairement sous dictature, ok, on va voir ça, voilà, c'est le genre de propos qu'on a pu sortir. Voilà, donc je vais conclure ce premier volet. Christine, j'espère que je suis dans les temps, que je ne suis pas très en retard. Non, Non, ça va. C'est bon. Ok. Alors voilà, donc pour conclure très très rapidement, donc une critique des médias qui intervient dès le rapport 2, une concordance des agendas face à la difficulté de saisie d'un mouvement social qui est plateformisé, sans porte-parole, ni ligne politique classique évidemment, un mouvement social compartimenté mais dynamique et convergent sur les réseaux sociaux. Donc on a vraiment une économie de l'attention des plateformes qui va constituer un levier détourné de son usage premier. Et puis, la question qu'on s'est posée, qui nous a été posée aussi par des journalistes quand ils nous ont interrogés, les théories du complot, l'extrême droite, les fake news. Alors, il y a eu des travaux, notamment ceux de Cointet là, récemment, sur quelle est la couleur idéologique des Gilets jaunes. C'est un travail assez exceptionnel, justement, qui vise à montrer que, bon, au final, c'est une sorte de populisme polyvalent, mais que c'est pas, voilà, on ne peut pas dire qu'ils sont d'extrême droite particulièrement. Nous non plus, nous n'avons pas trouvé de traces d'appartenance à l'extrême droite dans nos résultats. Et nous sommes en train de conduire un travail sur leur consommation de l'information et nous voyons bien que les premiers résultats visent à montrer qu'il y a eu peu de consommation de fake news et peu de partage de fake news. Par contre, une grande consommation de sources d'informations classiques. Bien, alors je vais maintenant vous présenter rapidement les travaux que nous avons conduits sur Telegram, donc très récents. Donc voilà, ces travaux en fait s'occupent de ce mouvement. Ce mouvement, il est né sur Telegram en novembre. Et puis, nous avons arrêté l'extraction à l'acte 21. Donc, ça va de l'acte 1 à l'acte 21, donc en avril. C'est un travail que je coordonne avec Guillaume Cabanac et Julie Renard, qui est en post-doctorat, puisqu'on a un contrat avec l'IEP à Toulouse pour en fait, faire un travail qui articule une analyse des paroles des journalistes et une analyse des réseaux sociaux sur les Gilets jaunes. Ce contrat, il finit que dans un an. Voilà, donc sur Telegram, on a deux modes de conversation. Si vous connaissez un petit peu, vous avez des chaînes publiques et puis vous avez un mode interpersonnel, le groupe et la messagerie sur lien d'invitation. Donc les Gilets jaunes, ils étaient sur lien d'invitation. Donc comme j'avais fait des conférences dans des universités populaires, voilà, faire un peu d'éducation populaire à ce moment-là, avec Nikos, Natacha, etc. J'avais parlé à des Gilets jaunes qui m'avaient dit il existe un groupe Telegram et ils m'ont invité sur ce groupe. Et j'ai pu en fait aller les suivre tout au long du mouvement et puis récupérer les données pour voir un peu de quoi il s'agissait. Sinon, je n'aurais pas pu y aller. Sans lien d'invitation, on ne peut pas y aller, ce qui est un problème aussi pour la recherche. Donc, les fonctions, c'est les mêmes que sur tous les autres réseaux sociaux. La seule différence, c'est que ça ne fonctionne pas par amitié comme sur Facebook, etc. On est sur un réseau social qui n'est pas un réseau social fondé sur des relations d'amitié. Donc, on y va de manière individuelle dans ces groupes. On n'emmène pas ses amis, on ne nous propose pas d'amener ses amis. Et puis, c'est open source, normalement. La chercheuse Maréchal dit que non, ce n'est pas suffisamment open source. C'est très confidentiel, c'est vendu comme très sécurisé. Et c'est hors recommandations et moteurs de recherche. On ne trouvera pas ça sur les plateformes. Donc, en fait, on ne peut pas y accéder sans avoir été invité. Le fil sur Telegram est antéchronologique, c'est comme sur un live. Donc, il n'est pas ventilé par un algorithme comme sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Sur Facebook, vous voyez des publications dont Facebook estime que vous avez envie de les voir ou que c'est celle-là qu'il faut que vous voyez. Bon, là, ce n'est pas le cas. Vous voyez tout ce qui est publié au fur et à mesure, de manière chronologique, antéchronologique. Et puis, vous pouvez supprimer les messages pour tous. Donc, vous avez cette possibilité. Alors, nous, notre question de base, ça a été, est-ce que les télégrammistes portent la même cause? Une fois de plus, c'est la même question. Est-ce qu'ils en débattent? Est-ce que ce sont des activistes, plus que sur Facebook et sur Twitter? Et est-ce qu'il y a une finalité de ce fil?
Donc, sur les autres réseaux sociaux, on a vu clairement qu'il y avait des traces de politisation en ligne, de discussion politique. Est-ce que là, c'est le cas? Alors, donc là, vous avez voilà, le déroulé de notre analyse, hein. Donc l'analyse lexicométrique de l'ensemble des groupes, d'un des fils des groupes qui s'appelle Blabla, et puis une analyse qualitative que nous sommes en train de conduire. Donc, c'est un groupe qui a été lancé fin novembre 2018. Il y avait, donc, vous voyez, 4 groupes spécifiques: Blabla échange, justice témoignage, info action, covoiturage, sondage. Bon, sur info action, sondage, etc., il n'y a qu'une personne, c'est l'administrateur, Jérémy, qui poste les commentaires. Et puis, il y a 3 cadeaux d'annonces, des comptes rendus, voilà. Donc, en fait, nous, on s'est occupé du fil Blabla principalement. Donc là, vous avez le nombre de posts à chaque fois sur ces fils. Et le nombre de membres, hein, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de membres, 1030 membres, 710 membres, ça dépend des fils. Alors, voilà l'un de nos premiers résultats. L'analyse, elle nous a permis de dégager 5 classes de discours, et elles se distribuent en 2 grands registres lexicaux, dont l'un d'eux se divise en 4 classes. Alors, il y a 2 classes qui se détachent dans l'analyse, hein. Il y a la classe verte, que vous voyez verte là, et la classe rouge, donc c'est la 1 et la 2. La 1, elle évoque, donc c'est 27,4% du corpus global, elle discute des lieux des manifestations décentralisées. Ça renvoie au rond-point, au péage, et comment on organise les manifestations en centre-ville. Donc, c'est toute la coordination entre la périphérie et le centre-ville. La classe 2, c'est vraiment le choix des moyens de communication. Donc, en gros, les membres de ces fils-là veulent opérer de manière stratégique quant aux différents supports qui s'offrent à eux. Alors, comment est-ce qu'on communique? Voilà les questions qui se posent. Et pour eux, c'est primordial. Par rapport aux médias également, dont ils parlent. Enfin, vous avez une classe 4 sur l'action dans les manifestations, et puis une classe 5 sur la logique conversationnelle, hein, qui est une classe fourre-tout un peu, où on a un partage de sentiments, d'expériences, beaucoup de convivialité aussi. Voilà. Alors, dans cette transversalité, on a une classe verte qui dénote par rapport aux autres. Et dedans, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va trouver. Est-ce que c'est un moteur de discussion politique possible, puisqu'on va parler de la cause, des acteurs de la lutte, de son organisation? Est-ce qu'il y a des traces d'expression idéologique? Donc là, vous avez des extraits de segments. Voilà, c'est vraiment les modalités de l'action, hein. C'est genre Jeanne d'Arc, les 2 canons à eau viennent de passer vers Arnaud Bernard. Donc tout ça, ça se situe à Toulouse, hein, pendant la manifestation. 15h30, Jeanne d'Arc, direction Jean Jaurès. Je suis en train de marcher entre Jean Jaurès et Jeanne d'Arc. Les dégâts sont considérables. Attention, il y a la BAC, les voltigeurs, etc. Donc, ils se tiennent au courant en temps réel de ce qui se passe. Alors, cette fameuse classe verte dont je vous parlais, qui représente 30% des segments de texte de notre corpus, voilà, vous l'avez ici. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a d'abord des acteurs de la lutte, 2 types d'acteurs. Donc, ils se définissent comme français, peuple, citoyen, salarié. Et puis, en face, ils ont les syndicats, le gouvernement, les présidents. Ils sont donc anti-syndicalistes. C'est des figures au poussoir. C'est un mouvement qui, dans cette classe, dit qu'il est libre et solidaire et désorganisé de manière volontaire pour rester libre et solidaire. Ils disent la force de notre mouvement, c'est la désorganisation. Voilà. Enfin, il y a des revendications. Mais alors, contrairement à Facebook, et c'est ça la grande découverte par rapport à nos études précédentes, c'est qu'elles sont exposées à minima et elles ne font absolument pas l'objet de discussion. En gros, la cause est quasiment entendue. On n'est pas là pour parler de la cause, on est là finalement pour porter la cause ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas sur tous les autres réseaux sociaux qu'on a pu analyser. Alors, c'est une page qui n'est pas visible, donc ils n'ont pas d'image à rendre auprès du public. Donc, il n'y a pas de prosélytisme, de moteur de prosélytisme ou de propagande, mais c'est quand même assez étonnant qu'il n'y ait pas de discussion politique sur ce groupe. En gros, le terme même de politique est évacué des discussions et toute discussion politique est écourtée. Quand on regarde le fil des posts,
pas seulement les segments caractéristiques qui ne donnent pas accès à l'enchaînement des conversations. Là, on voit carrément qu'ils disent, mais va parler politique plus loin. Ici, on n'est pas là pour parler politique, on est d'accord sur nos idées. On note aussi qu'il y a des propos extrémistes, peu, mais il y en a, extrême droite et extrême gauche, qui ne sont pas modérés. Voilà, et qui sont rapidement évacués et taxés d'être extrêmes, donc on les évacue assez rapidement. C'est la politique de modération de ce fil. Alors, on a interrogé l'administrateur il n'y a pas longtemps, donc on pourra en discuter après, mais cet administrateur nous a dit que volontairement, il ne modérait pas ce fil, donc il ne supprimait pas les contenus. Là, vous avez un enchaînement et le fil là en exemple ici. Alors, c'est un moment particulier du fil que j'ai mis là en extrait, puisque en fait, vous avez Jérémy, l'administrateur, qui va poster un message, qui va faire polémique, c'est un des seuls moments. Le message, c'est Antifa hors de nos manifs. Et après, il va coller une image des Antifa, et puis il va mettre des messages vocaux, puisqu'on peut mettre des audios sur Telegram. Et ça, c'est après la manif du 4 février, il est 20h, et on a interpellé le journaliste Vincent Lapierre, qui soutient Éric Drouet, qui a des positions contre les Antifa et la Ligue de défense juive. L'admin est d'accord avec lui. Les internautes vont commencer à donner leurs opinions, mais finalement sans débattre réellement. Ils évacuent très vite le sujet. Un internaute qui rappelle ou un autre qui ne sont pas là pour ça, et ils reviennent à quelque chose de très pragmatique sur l'organisation. Alors, on se dit que aussi la longueur des messages qui sont très courts, ils peuvent être très longs. Telegram permet de mettre des messages très très longs. Et ben en fait, peut-être aussi provoque cet effet, puis le dispositif antéchronologique, un message en chasse un autre en permanence. Il n'y a pas de fenêtre pop-up comme sur Facebook avec on peut déplier des commentaires. Il faut revenir en arrière, donc du coup, peut-être que ça ne favorise pas le débat. Donc voilà, là, vous avez des extraits, les seuls moments où il parle un petit peu de politique sur le fil. Donc, pardon, excusez-moi. Ce que j'aime pas, c'est les écolos. Vincent Lapierre est un mec d'extrême droite. L'autre personne frappée par les Antifa a fait une quenelle puis un salut nazi quand il lui a été demandé de ne pas faire de quenelle. Donc voilà, l'administrateur va être pris à partie et pas mal de gens sur le feed également. Avec un admin comme Jérémy Fisdup, puisque c'est son nom sur son pseudo, ouvertement défenseur de l'extrême droite, je quitte ce groupe, je ne veux rien avoir à faire avec des fachos, gilets jaunes ou pas. Alors, là, vous avez le corpus de MVT 31, donc toujours ce fil blabla là. Donc, fil blabla et les autres, donc 37 313 messages sur ce fil blabla par rapport à 54 000 messages en tout. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quand même pas mal de posters distincts, 553 pour un fil qui fait 710 membres. Et puis, ce qui va retenir notre attention, effectivement, dans ce groupe, il y a des personnalités du mouvement. Il y a Odile Morin qui n'a pas changé son pseudo. Il y a Priscilla Ludowski aussi qui intervient. Je ne l'ai pas dit. Et dans ce graphe, dans ce camembert, ce que vous pouvez voir, c'est que les messages textuels sont très importants. Les réseaux sociaux permettent un enrichissement fort du discours écrit. Or, la logique conversationnelle tend à montrer quand même, en tout cas pour les Gilets jaunes, que le format texte est le format privilégié. Alors d'autant plus en manifestation, ils n'ont pas le temps peut-être d'enrichir leur texte puisqu'ils écrivent en direct, mais c'est quand même le texte qui est privilégié au détriment de tout ce que le réseau social permet pour enrichir, donc au détriment de la vidéo, des images, des photos et des fichiers audio. Donc, il y a une sorte de résistance du format texte. Bon, c'est l'objet d'une autre étude, mais c'est quand même assez intéressant. Du coup, là, vous avez une autre visualisation du corpus dans la durée, puisqu'ici, le graphique, il rend compte en fait, du nombre de messages postés par jour. Alors, on peut porter notre attention, si vous le voulez bien, sur le premier pic, qui correspond à 514 échanges au 23 novembre 2018.
la veille du deuxième acte, soit un vendredi. Donc là, on mobilise les troupes, on organise la manifestation. Puis le second pic, c'est l'acte 7, le 28 décembre, 818 postes. Donc on est la veille de l'acte 7. Vous voyez qu'il y a plus de postes la veille des actes que pendant les actes. Là encore, voilà. Et puis l'acte 12, donc encore, donc là c'est le lendemain de l'acte, de l'acte 12, 828 postes. Ça a été une manif violente et c'est la fameuse manif où le journaliste d'extrême droite Vincent Lapierre a été victime de violences. Puis vous avez là le 7 février, ensuite, on va descendre. Là, le gouvernement annonce le projet de loi anti-casseurs. Bon, et puis ensuite, ça va redescendre. Donc voilà, pour vous donner une idée du corpus blabla, qui a été le deuxième temps de notre analyse, là encore, on revient sur des discours qui sont vraiment orientés sur la mobilisation, la coordination de terrain. C'est des thématiques, voilà, les lieux de la mobilisation, les moyens de communication, etc. etc. Je passe assez vite pour aller à la suite. Là, ce qui est intéressant de voir, et c'est ce que permet la textométrie, notamment Iramutech, c'est un chrono dendrogramme qui va nous montrer en fait la répartition de ces classes en fonction de la temporalité du mouvement. Et on voit qu'il y a des classes, donc notamment, regardez la classe rouge de coordination, qui va disparaître au fur et à mesure du temps. Ce sont des sujets qui ne seront plus vraiment abordés, ils ne seront plus surreprésentés. On a aussi des classes qui apparaissent, notamment la classe 6, la rose, sur la vie démocratique, les revendications, etc. Donc, on voit des classes apparaître et disparaître. Donc, ça, on a fait toute une analyse et on est en train de la finir. Donc, là, nous nous sommes intéressés à l'analyse qualitative. Ça, je ne vais pas développer là-dessus. On est en train de reprendre, d'avoir fait une grille des messages et on analyse les messages manuellement à la main et on regarde aussi leur enrichissement. Et à chaque fois, voilà, on essaie d'analyser tous ces axes-là. Alors, notre résultat, pour arriver à la fin sur Telegram, notre premier résultat, c'est est-ce que Telegram est un levier opérationnel de la lutte? Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, c'est un réseau social dédié à la mobilisation sur le terrain. Ce n'est pas un centre opérationnel en temps réel, non, c'est plutôt avant les actes. Et puis, ce n'est pas un lieu où on parle de politique, évidemment. Alors, il faut raison garder, comme l'avait montré Freeman en 1970, évidemment, et puis Tufekci, on a peut-être quand même une tyrannie de l'absence de structure. Il y a quand même une modération qui est faite par un modérateur. Donc, cette absence de règles n'est pas tout à fait, peut-être ne tient pas tout à fait l'analyse. Le deuxième, c'est la cause entendue des Gilets jaunes. On s'aperçoit que en fait, c'est une cause dont on ne parle plus. Et donc ça rejoint les analyses quelque part de Cointet, notamment là qui viennent de sortir. Ça rejoint aussi d'autres travaux qui ont été conduits à Sciences Po à Bordeaux et par Olivier Bénet aussi plus récemment à l'IEP de Toulouse. Donc la cause et les revendications qui sont des implicites dans le fil conversationnel. Donc, ce n'est pas un activisme assumé, hein, c'est plutôt un pragmatisme dans l'action qui ressort des analyses. Voilà, donc un baromètre de la mobilisation, un lieu où on porte la cause ensemble, et puis, on va dire, des profils qui évitent le sujet de l'activisme. Donc, on pourrait aller jusqu'au fait de dire que la discussion, en fait, l'emporte complètement sur le débat d'idées, ou l'emporte sur ce qui risquerait d'entraver et de clore la discussion. Donc, en fait, ce qui se discute doit être mis et valorisé d'un point de vue axiologique davantage que le débat d'idées qui risquerait de tourner à une clôture de la discussion. Alors, si j'ai le temps, je vous expose, je ne sais pas si c'est bon, Christine, parce que j'ai pris On va laisser le temps à la discussion, peut-être si tu peux conclure en peut-être 5 minutes, comme ça après on discute. Deux mots, super. voilà. Ça Merci. Marche. Allez. Donc là, c'est sur la couverture médiatique PQR et PQN. Donc ça, on va avoir un chapitre d'ouvrage qui va sortir là-dessus, puis il y a un rapport, donc on pourra aller le voir. Bon, je passe sur la chose. On a analysé donc 8 mois de couverture, voilà, dans le temps, comment les médias sont emparés donc on a trouvé 3 mouvements, voilà. Et puis,
on s'est aperçu qu'il y avait une sorte de résistance du fait social malgré l'épuisement des cadrages médiatiques, hein, puisque c'est en fait un événement qui a été, c'est inédit hein, dans une couverture informationnelle. Il n'y a jamais eu autant d'ampleur, de volume de couverture, y compris les samedis. Tous les samedis, il y avait un article. Même s'ils n'avaient plus rien à dire, il y avait une couverture de la manifestation. Bon, ça, je l'ai dit un peu, donc voilà, je vais passer dessus. Un cadrage émotionnalisant, évidemment, beaucoup de portraits de gilets jaunes, et puis des zones blanches dans la couverture. Peut-être c'est sur ça que je vais m'arrêter. Donc l'écologie, qui n'est pas une clé de lecture structurante dans la couverture médiatique. Et puis l'impossible portrait robot des gilets jaunes. Ils parlent plus de doléances que de revendications, les médias. Voilà, je peux m'arrêter là-dessus. Merci à vous hein, pour votre attention. Merci beaucoup Brigitte hein, pour cette synthèse, pas évidente parce que vous avez mobilisé énormément de données, d'arènes et vraiment merci pour cette synthèse que j'ai trouvée vraiment passionnante. Alors je ne sais pas s'il y a des questions tout de suite, si vous voulez intervenir. Qui veut prendre la parole ? Alors, je ne vois pas de main levée. Bonjour, j'aurais une première question peut-être. Et puis Coralie après le Carof après. Entendu. Alors, à toi, Johannes. Voilà, donc merci beaucoup. Hein. C'est toujours d'une grande actualité. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, vous l'avez dit hein, de plus ou moins. Mais ce que je me demande, en fait, en quelle manière il y a une base de valeurs qui réunit hein, ce mouvement très hétérogène. Est-ce qu'il y a les discours qui expriment une certaine orientation ou est-ce que c'est seulement des distinctions tribales qui sont déclenchées par les mots-clés, par les slogans? Et en fait, c'est ce qui me semble, hein, c'est quelque chose qui marche pas beaucoup sur les valeurs, comme beaucoup d'autres mouvements qui sont beaucoup plus hétérogènes qu'on le croit. Et c'est donc c'est un discours qui est très rhétorique dans la mesure où voilà, il y a des démarcations tribales entre voilà, les pouvoirs et le peuple, entre la droite et la gauche, etc., qui sont activées sans vraiment toucher à des questions de fond sur les orientations idéologiques tellement. Voilà. Donc, ce serait donc ma question. D'accord, merci beaucoup. Pour répondre en deux mots, je pense que effectivement, dans ce qu'on a vu, ça fonctionne aussi par on va dire, mots-clés, on va dire les fameuses formules finalement qui vont circuler, hein, comme beaucoup de chercheurs ont analysé depuis Alice Creighton aussi, qui en a parlé. C'est la circulation, une sorte de sloganisation de la lutte. Ça, on le voit dans nos résultats. Cette circulation des slogans, des mots, etc. En fait, des sortes de totems, quoi. Voilà. Mais néanmoins, on a derrière, et c'est ça qu'on a regardé, on a quand même derrière un argumentaire, quoi. Un argumentaire, alors ça, on l'a vraiment vu, on va dire, au moment du grand débat et du vrai débat, et puis du troisième rapport sur les réseaux sociaux, une sorte de montée en expertise des internautes, auxquels on dénie trop souvent des compétences à argumenter de manière politique et étayée, alors qu'ils en ont, évidemment. Et finalement, quand ils parlaient des inégalités sociales et des injustices fiscales, c'était étayé pas juste parce que machin gagne plus, etc. C'était étayé par des exemples, c'est sûr, mais aussi par une réflexion politique. Alors, ça va avec la question qu'on s'est posée, est-ce qu'ils sont anti-système ? Parce que s'ils avaient été anti-système, donc proches peut-être aussi des propos d'extrême droite, en mode je gagne moins que toi, donc tu es mon ennemi, etc. Bon, très bien. Mais en fait, non, ils ont une façon de considérer les choses, c'est-à-dire qu'ils pensent non pas, ils ne réfléchissent pas par rapport à eux d'abord, mais c'est par rapport à la société et ensuite ça descend jusqu'à eux. Les exemples sont donnés souvent en entonnoir. Donc, on commence par la société et on descend en entonnoir, et ça, c'est quand même assez récurrent et assez significatif, je trouve, assez intéressant. Ils ne sont pas anti-système. Ils ne veulent pas du tout. On a parlé à un moment donné du fait qu'ils voulaient changer de république.
Et ben, en fait, on s'est aperçu même sur le vrai débat, alors que c'était des gens engagés sur le vrai débat, et ben, pas du tout. Il n'y a pas de revendication d'une sixième République, il n'y a pas de revendication de changement de système politique. Il y a une volonté d'assainir, alors entre guillemets, d'assainir, c'est là qu'on retrouve des valeurs, on va dire, d'assainir, de rendre plus transparent le système politique. Et ça, c'est assez intéressant. Je pense que, voilà. Et on s'est posé aussi la question, enfin, moi, je me suis demandé si ce n'était pas aussi une sorte de réflexe hygiéniste, comme on a pu le voir dans l'histoire des idées en France. Mais pas vraiment, finalement. Ce n'est pas une purification du politique, ce n'est pas extrême. C'est plus de transparence, moins d'opacité. Donc, voilà, c'est comme ça que je... Mais je pense qu'il y a les deux phénomènes. Ce que vous dites, il y est aussi. C'est pas homogène. Non, c'est pas homogène. Beaucoup, hein, c'est vraiment super. Merci. Merci. Coralie? Oui, bonjour Brigitte. Merci Bonjour, beaucoup Coralie. Pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Moi, j'ai une petite question, mais je ne sais pas si vous avez réussi à le voir, autour de la distribution de la parole, parce qu'en fait, on voit souvent que dans les collectifs conversationnels, il y a un petit groupe qui va s'exprimer beaucoup sur les réseaux sociaux et puis et qui va parfois concentrer vraiment l'essentiel des prises de parole. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu voir? Est-ce que ça se confirme? Et est-ce que selon les espaces numériques que vous observez, il y a des variations au niveau de cette distribution? Oui, merci pour ta question. Effectivement, c'est un point que je n'ai pas du tout présenté. On l'a regardé à chaque fois, parce qu'effectivement, ça, c'est un bon indicateur et on ne peut pas s'en passer. Donc, du coup, sur Facebook, à chaque fois, Lucie c'est elle qui faisait les extractions, etc. Elle nous a sorti le nombre enfin, voilà, de contributeurs par rapport au nombre d'abonnés. Et puis combien de fois il contribuait, la moyenne, et celui qui contribuait le plus, etc. Et donc, c'était très réparti. Sur Facebook, c'était vraiment varié. On avait vraiment une bonne répartition. Sur Twitter, par contre, tu vois, j'ai dit tout à l'heure, on avait 2 millions de tweets à la première extraction, 2 autres millions à la seconde extraction. Et sur ces 2 millions, tu as environ 250 000 tweets originaux. Tout le reste, c'est du repartage, etc. Alors, sur Twitter, on ne peut pas savoir combien il y en a qui ont produit, mais par contre, on peut, en tout cas, ça aussi, c'est un indicateur du nombre de propos, si tu veux, qui sont copiés-collés en permanence. Et puis, sur Telegram, on l'a fait récemment et effectivement, on a une moyenne de à peu près 60 posts par personne et c'est très réparti. Alors, je n'ai plus le chiffre, mais sur les 710 abonnés, je crois qu'on en a 500 qui sont contributeurs uniques et qui vont produire tant de messages. Donc, c'est assez réparti également. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou prises de parole? Alors, je vais peut-être rebondir parce que j'avais aussi une question à la fois sur les formes de figement et la circulation finalement de certains termes, ce qui était la question de Johannes et la question de Coralie sur la distribution des prises de parole. Dans ta réponse, Brigitte, il semblerait que sur la distribution des prises de parole, donc ça varie selon les espaces numériques. Je trouve ça intéressant, puisqu'apparemment sur Facebook, on est sur des distributions, on va dire, classiques avec un groupe de prise de parole par rapport à des lecteurs, on va dire, silencieux, ce qui n'est pas le cas. Donc, je trouve ça très intéressant comme résultat indépendamment du mouvement. Peut-être que ça serait à examiner pour d'autres mouvements sociaux ou événements pour voir si on voit des différences selon les espaces numériques. Et sur la circulation de slogans, ou en tout cas de formes figées, est-ce que tu as observé des différences selon justement que ce soit Facebook, Twitter? Est-ce qu'il y a on va dire une circulation transmédiatique et donc transplateforme ou pas? Ou est-ce que vous avez observé des particularités?
Alors, oui, merci pour cette question. Alors, pour la première partie de ta remarque, effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a 2 points quand même dont il faut tenir compte. À la fois qu'il y a une majorité de gens qui sont là, mais qui sont silencieux, ça c'est clair, dont on ne sait pas ce qu'ils pensent ni ce qu'ils veulent. Il y en a une majorité qui like, mais c'est tout, donc on ne sait pas exactement non plus. Et puis, il y a aussi il y a un phénomène d'autocensure. Ça, dans mes travaux sur le live en journalisme, j'ai pu le voir avec Nathalie Pinière-Chénel. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va prendre en compte la façon de modérer, la façon dont les autres parlent, et puis on va se conformer au fil, en fait. Donc, une sorte d'autocensure qui existe. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on est condamné, nous, en tant que chercheurs, d'une certaine manière, à toujours trouver beaucoup d'homogénéité sur ces fils. C'est aussi le... Alors, est-ce que c'est une homogénéité de la lutte? Ça, c'est encore une autre question. Après, pour la question des slogans, à un moment donné, justement, on était assez harponné par des journalistes pour savoir des tas de choses, comment ils critiquaient les médias, est-ce qu'ils étaient d'extrême droite, est-ce qu'ils partaient des fake news. Et j'avais demandé donc à Lucie, qui est vraiment la cheville ouvrière, le moteur de ce travail, puisque c'est elle qui a extrait toutes ces données, qui les a traitées aussi dans IRAM Tech, et donc avec laquelle j'ai conduit les analyses interprétatives après. Il y avait Natacha Souillard aussi, Laurent, etc. Mais elle, à un moment donné, je lui ai demandé, je l'ai appelée, je lui ai dit, est-ce que tu peux me sortir la façon dont il parle des médias? Alors évidemment, elle est très efficace, donc elle me sort de suite tout un truc. Enfin, elle a mis le temps à avoir un truc solide. Et sur BFM TV, voir si citer RT, Média, BFM TV, etc., pour voir un petit peu le... Effectivement, là, dans ce qu'elle m'a sorti, dans ce qu'on a regardé, on peut avoir sur BFM, rien que le mot BFM, qui était décliné, si tu veux, avec un tas de trucs, donc BFM merde, etc. Pardonnez-moi pour les grossièretés, mais alors tout un tas de grossièretés qui allaient en fait avec BFM. Donc BFM, oui, ça a été un des slogans. Et ça, on le retrouvait sur Twitter, sur Facebook, et on le retrouve sur Telegram. Donc la critique des médias, je pense par exemple que c'est un des points transversaux avec une sloganisation. Voilà. Mais ça n'empêche pas le fait que ça soit quand même assez étayé. Sur Facebook, en tout cas, on avait trouvé que c'était étayé. Sorti de ça, quoi, sorti de la sloganisation. Merci beaucoup. Merci à toi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'avais d'autres questions encore, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Alors, du coup, je vois que je pose une autre question. On a tendance à mesurer par rapport à ces espaces numériques des différences de profils sociodémographiques avec toute la difficulté que ça peut avoir. Donc, j'aurais une première remarque sur est-ce que tu as observé, est-ce que vous avez observé des différences en termes de prise de parole entre Facebook et Twitter, puisqu'a priori, les profils sociodémographiques sont censés être différents. Alors, est-ce que le mouvement Gilets jaunes gomme ces différences ou pas? Première question. Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez observé des dynamiques peut-être aussi de prise de parole différentes selon ces espaces numériques? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait une temporalité qui serait plus spécifique à la dynamique de Facebook, par exemple, par rapport à Twitter, puisque là, on voit que Telegram, finalement, c'est pour préparer le mouvement, peut-être, et donc pas forcément utilisé en termes de coordination. Donc, est-ce qu'il y a des différences aussi selon ces espaces? Je trouve ça très riche finalement. Je trouve que par rapport à notre séminaire, de voir à quel point la matérialité discursive permet d'avoir des observables extrêmement riches sur la dynamique d'un mouvement. Oui, tout à fait. Ouais. L'incidence du dispositif, quoi, et de ce que permet le dispositif et son contournement. Là, il y a quand même eu beaucoup d'études là-dessus, mais c'est vrai que la captation de l'attention dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. Enfin, alors, la différence entre Twitter et Facebook, au niveau du profil sociologique, alors la dimension sociologique, déjà en liminaire, c'est quand même le point aveugle de notre affaire. Nous en avons un paquet de points aveugles, mais on a celui-là quand même, parce qu'effectivement, on n'est pas en mesure de dire qui a parlé, etc. Enfin, voilà. Et on n'est pas allé interroger les gens.
Alors, on en a rencontré, ce qui nous a permis quand même de contextualiser. Là, on a fait l'entretien avec l'administrateur, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même très limité. Par contre, lorsque nous avions produit nos premières études, on était en France les premiers sur le mouvement des Gilets jaunes avec une équipe avec l'IEP de Toulouse qui avait commencé aussi son travail et les sociologues de Bordeaux qui avaient commencé aussi leur travail, Magali de la Souda. On était les trois dessus non-stop et eux, ils avaient fait une analyse sur les ronds-points. En fait, c'était Cali et sociaux, évidemment. Et on avait comparé nos résultats. On avait fait un séminaire, etc. Et on s'était retrouvés dans le truc. Et en fait, nos résultats étaient correspondants. Ça corroborait ce qu'ils avaient trouvé, eux, en interrogeant les gens. Donc, c'était hyper intéressant. Ça a complété complètement nos analyses. Alors, la différence entre Twitter et Facebook, c'est que sur Twitter, évidemment, c'est principalement des journalistes, des universitaires, des étudiants et des fonctions cadres sup et cadres moyens, etc. Donc, on a voilà, CSP+, etc. Donc, on n'a pas tout le monde. Par contre, on n'a quand même pas que des CSP+, etc. Puis je vous ai dit qu'il y avait une catégorie là, de gens qui écoutent, qui consomment que de la vidéo rap toute la journée. Et donc, ça, c'est une grosse catégorie qu'on a sorti avec DMIT4. Et du coup, on peut se dire que nous, quand on a mis les hashtags, effectivement, sur Twitter, ce n'est pas forcément les gilets jaunes qui parlent. C'est comment ils parlent des gilets jaunes. Donc voilà, la parole, elle n'est pas… Donc c'est beaucoup du commentaire d'information. On commente l'actualité des gilets jaunes. On ne s'organise pas. Il n'y a pas, je pense, beaucoup de discussions qui est argumentée sur les moyens de se mobiliser, sur les cas de l'action collective. Il n'y a pas ça. Par contre, on va faire des commentaires politiques, etc. Sur Facebook, c'est les gilets jaunes. C'est vraiment les gilets jaunes. Là, c'est en tout cas les sympathisants des gilets jaunes. Donc, c'est vraiment une arène beaucoup plus fermée dans ce sens-là. Alors, le lendemain de l'extraction, Lucie Loubert nous appelle et nous dit, de la 3e extraction, elle nous dit, ben voilà, le groupe est passé en privé. Donc, il y a eu un mouvement de privatisation sur lequel aussi on s'est interrogé. Pourquoi ils privatisent les groupes? Et d'un coup, voilà, on a émis l'hypothèse que d'un coup, il y avait une volonté de maîtrise de l'image, que la privatisation d'un groupe Facebook, c'est une volonté de maîtrise de l'image. C'était une vitrine, mais on veut peut-être maîtriser l'image davantage, puisque quand le groupe est fermé, on doit accepter les gens qui viennent, etc. Donc, en fait, on a une maîtrise de qui est là, qui regarde, etc. Et puis enfin, donc, le Telegram, le Telegram, oui, mais ce n'est pas des activistes au sens extrémiste qui vont fomenter des vieux plans comme dans la cave d'un immeuble, quoi. Enfin, c'est vraiment, là, on est très loin de l'image cliché des activistes. Pourquoi ils vont sur Telegram? Par contre, ils parlent plus librement. On sent que, voilà, ils se disent ils critiquent d'ailleurs les autres réseaux sociaux. Ils disent faites attention sur Facebook, mais ils savent aussi qu'ils sont infiltrés là-dessus. Ils disent on est infiltrés, donc on fait quand même attention. Non, en fait, le seul espace où, à la limite, on pourrait vraiment mesurer d'autres choses, c'est la messagerie interpersonnelle de Telegram, de WhatsApp, etc. Il faut penser aux élections au Brésil. Et ça, c'est inaccessible pour les chercheurs. Et c'est tout un monde souterrain auquel nous n'avons pas accès, c'est-à-dire tous ces groupes-là. Moi, je suis dans des groupes WhatsApp de parents d'élèves. Il faut imaginer que ce ne serait pas l'objet, ce n'est pas parents d'élèves, mais que là, ça serait mener une révolution. Si je ne suis pas invitée dans ce groupe, je n'y ai pas accès, quoi. Donc, le chercheur, il n'a pas accès à ça. Il y a la confidentialité des données aussi à respecter, évidemment. Mais ça, c'est un problème aussi pour parler de manière définitive des mouvements sociaux, de ce que disent les Gilets jaunes. Voilà, c'est pour ça que je précise tout le temps, c'est une vitrine, c'est ce qu'ils veulent bien montrer, qu'ils veulent dire. Et puis, on n'a pas accès à tout. Donc, on ne sait pas. Et la question de la violence en est un bon exemple. Parce qu'à l'issue d'une conférence, une des Gilets jaunes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes dans les administrations de groupe, ils mettaient des femmes et des hommes. La parité aussi, la question de la femme est importante. Elle était venue me voir en me disant, mais vous croyez que… Alors, votre étude est intéressante, mais vous croyez vraiment qu'on est contre la violence? Je dis, j'en sais rien, c'est ce que vous nous dites sur les pages. Elle dit, oui, on ne peut pas dire autre chose, vous en doutez. Mais on sait bien qu'il n'y a que comme ça qu'on va peut-être avancer. Donc, effectivement, voilà, c'est une image qu'on livre. Oui, merci. Je trouve ça vraiment passionnant par rapport à conduire des recherches sur le numérique, les contraintes que ça peut avoir pour le chercheur. Alors, Yoann Garcia, vous avez une question, je vous donne la parole.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation très très riche et hyper intéressante. Alors moi, j'aurais plus une dernière question sur la dernière partie qui portait du coup sur le cadrage médiatique et plutôt d'ordre méthodo. Du coup, je voulais savoir un petit peu comment vous avez procédé à votre segmentation, si vous pouvez revenir un petit peu sur votre corpus, les types de médias que vous avez analysés et si vous les avez tous passés, entre guillemets, sur Iramutech ou voilà, comment vous avez procédé un petit peu pour faire vos analyses. Alors, du coup, alors, le corpus, il a été extrait donc, par l'ensemble des membres du collectif, mais c'est coordonné par Pierre Altino, qui lui, c'est lui qui a traité les données et qui est l'expert bien plus que moi. Je ne suis pas textométricienne, hein, je travaille avec des textométriciens. Et du coup, en fait, il a analysé, on a récupéré 64 titres de la presse quotidienne, dont 20 de la presse nationale en PQN et 42 de la presse quotidienne régionale, plus on a récupéré 2 agences de presse, donc l'AFP et Reuters. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ensemble, ça fait 40 millions,3 d'occurrences. C'est énorme. Pierre dit que c'est un peu du jamais fait, ça, au niveau de la presse en tout cas. Donc, du coup, bon, ça, c'est pour la taille du corpus. Ce qu'il a fait finalement, c'est que bon, la première remarque hein, qu'on s'est dite, c'est que c'est une frénésie médiatique. Enfin, honnêtement, autour des Gilets jaunes, il y a parce ce qu'il a fait aussi, c'est comparer le nombre d'articles traitant des Gilets jaunes à d'autres mots-clés potentiellement très utilisés dans la presse. Donc, par exemple, genre Emmanuel Macron, Donald Trump, le Brexit ou les mots voiture ou éducation. Et en fait, seuls les termes hyper fréquents, comme par exemple football, musique, Internet, sont contenus dans plus d'articles. Mais par contre, entre novembre 2018 et février 2020, il y a beaucoup plus d'articles mentionnant l'expression gilet jaune que d'articles sur Emmanuel Macron ou Donald Trump ou le Brexit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez hallucinant. Alors, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ce sont les journaux en PQR qui ont le plus mentionné les gilets jaunes. Ouest France en tête. Hein. Et puis, quoi d'autre comme grand résultat vous voulez que je vous donne deux, trois résultats sur le mouvement, sur le cadrage? Si on a le temps, après, je ne sais pas si ça intéresse aussi les autres personnes, mais... Ouais. Ok. En fait, par exemple, les ronds-points. Ben, les ronds-points, c'est quelque chose qui a disparu de la presse nationale assez rapidement. Il n'y a plus de ronds-points. Et par contre, la presse quotidienne régionale, elle, s'est occupée des ronds-points. Les journalistes y sont allés, ils ont couvert les ronds-points, etc. Tandis que si nous lisions simplement Libération, Le Monde ou Le Figaro, vous ne voyiez plus, si vous ne lisiez que ça, qu'il y avait des ronds-points, vraiment, hein, qui étaient occupés, etc. Ou les péages d'autoroute, alors qu'il y a une longévité de ces ronds-points hein, pendant toute la mobilisation, la durée de la mobilisation. Ce qui nous a intéressé de manière générale et méta sur le corpus, c'est peut-être les mouvements qu'on a observés. En gros, au début, PQR et PQN, c'est vraiment, ils se sont posé la question de qui sont les Gilets jaunes. Donc, c'est là qu'on a eu une profusion d'articles sur des témoignages, et puis alors, ils allaient leur micro dans la rue, et puis on avait, voilà, tous des anecdotes et des portraits, donc Machine, 34 ans, boulangère, etc., qui raconte sa vie. C'est là qu'on a un traitement, on va dire, dépolitisant et qui écrase complètement la thématique de la lutte. Et puis, après, on a eu un mouvement en janvier, quand Macron reprend un peu le pouvoir sur l'agenda, eh bien, celui du grand débat. Et alors là, c'est ce qui occupe principalement la presse jusqu'à mi-mars. Et puis enfin, dans le troisième mouvement, on se demande si les Gilets jaunes ont disparu. Et puis là, on trouve une place assez curieuse où en fait, Gilets jaunes est associé en fait au Festival de Cannes, aux films, à des tas de trucs, etc. On se dit, OK, ce c'est. Et en fait, on allait regarder. Et on interviewe des réalisateurs quand on les interviewe pour le Festival de Cannes, par exemple, on leur demande ah, mais que votre film alors porte sur je ne sais pas quoi. Bon, c'est un peu comme les Gilets jaunes, alors finalement. C'est-à-dire que les Gilets jaunes deviennent une référence, comme mai 68, dont on parle voilà, dans les clubs privés, là, pour se dire ah, ben voilà, j'ai ma référence, les Gilets jaunes, etc. C'est devenu une référence pour comprendre le reste de l'actualité politique ou sociale.
c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils se fondent complètement dans les références des journaux. Après, ça a été vraiment pour les journalistes, on voit qu'ils ont peiné à couvrir ce mouvement, hein. On voit qu'ils ont eu des difficultés à le comprendre parce qu'il y avait des réseaux sociaux. Nous, ils nous demandaient souvent comment vous faites, quel groupe il faut aller regarder. Ils ne savaient pas comment faire. Et puis, ils ont leur propre algorithme sur leur propre compte Facebook, donc ils sont quand même très embêtés parce que du coup, ils n'ont accès qu'à des trucs. Il y en avait un qui m'avait dit, mais ils sont très extrême droite. Je ne sais pas, moi, sur mon compte, j'en ai qui sont pour et je vois que. J'ai dit, mais vous avez un algorithme hein, qui brasse vos trucs, donc vous ne voyez pas tout. Donc, c'est compliqué pour eux de comprendre ce mouvement et de l'interpréter. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui disent qu'ils sont passés à côté de quelque chose, notamment à côté du début du mouvement. Ça, c'est certain. Après, voilà, je pense que je peux finir juste sur le fait que c'est un mouvement qui est devenu un invariant dans l'agenda médiatique, puisque ça, c'est une longévité, c'est incroyable, quoi, avec les week-ends quoi, qui reviennent systématiquement. Et le RIC, qui est vraiment associé comme la plus identifiable revendication portée par les Gilets jaunes, comme si c'était vraiment que ça, leur revendication. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais par contre, on a pas mal d'écrits qui répondront à toutes vos questions. Oui, merci beaucoup, merci. Merci. Merci beaucoup. Coralie, je crois, avait une question, si? J'ai une autre petite question. En fait, c'est sur l'usage des médias et de l'actualité. Dans les commentaires, tu disais qu'il y avait peu de théories du complot, mais plutôt le partage de médias classiques. Est-ce que c'est fréquent et est-ce que finalement, il y a un espace qui s'est dégagé comme un espace plus propice à l'information, au partage d'actu, type Facebook ou Twitter ou peut-être Telegram. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un espace qui serait plus un espace de partage d'actualité, en fait, entre eux? Oui, davantage, merci pour ta question, davantage sur Facebook et sur Twitter que sur Telegram, où il y a quand même peu de liens d'information qui sont partagés. Il y en a un peu, mais il y en a moins en comparaison. Après, ils partagent beaucoup des médias. Là, on a fait la grille, on a commencé à analyser là, des médias alternatifs, enfin, dit automédias, médias alternatifs plus institutionnalisés, etc. Donc, on a beaucoup ça, mais ça, c'est un travail qu'on est en train de conduire avec l'IEP, justement, où on compare un peu, parce qu'eux, ils travaillent sur les automédias, donc ils vont enquêter ces automédias dans l'entretien, et nous, voilà, on est censé récupérer tous les liens qui ont été partagés pour voir un petit peu de quelle nature ils sont. Donc, on a fait une grille, etc., et on est en train de conduire l'enquête. Après, c'est très difficile, et ça serait très difficile de faire une analyse sur les fake news, quoi. Est-ce qu'ils ont partagé beaucoup de fake news? Parce qu'à partir de comment tu définis la fake news, et puis il faut aller faire une analyse qualitative assez détaillée, assez longue, pour aller regarder ça. Parce que là, nous, on ne regarde pas forcément on regarde l'origine du média. Bon, tu vois, on ne s'occupe pas du titre, on ne s'occupe pas du contenu de l'article. Enfin, on s'occupe du titre, mais pas du contenu de l'article. Or, le problème, c'est que des fake news, tu peux en avoir dans tout type d'articles, enfin, y compris dans des sources classiques. Donc, il faudrait lire les articles, tous les articles, et aller regarder dedans. Et donc, sur les fake news, c'est compliqué de se positionner. Je pense que sur Gilets jaunes et fake news, c'est compliqué de se positionner. À part faire un travail assez colossal, quoi. Mais oui, ça serait pas mal de le faire. Merci. Séverine? J'entends pas. Alors, votre micro est coupé, Séverine. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai vraiment trouvé, même si on avait un rythme rapide, mais très, très dense, très riche. Et je pense qu'il y aurait matière à faire presque d'autres séances sur le gros travail que vous avez effectué en collectif. Et je trouve que c'est vraiment un beau résultat. Et moi, je me demandais en fait si on élargit, alors pour quitter un peu le numérique, même si j'ai bien compris que c'était le cœur des dispositifs qui vous intéressent, si on élargit un peu la définition de médias et si on regarde du côté donc d'autres dispositifs de
d'expression ou de mise en visibilité. Si on considère donc d'autres pratiques discursives, je pense par exemple aux cahiers de doléances qui ont été déposés, je crois, dans un certain nombre de lieux institutionnels. Il me semble que c'est dans les mairies essentiellement que ces cahiers ont été mis à disposition de la population. Donc, on n'a pas le même dispositif, on n'a pas non plus, on a un cercle vraiment de scripteurs, du coup, qui est quand même très différent, mais on a quand même un espace de dépôt de doléances. D'ailleurs, vous avez utilisé le terme vous-même, je crois, dans votre présentation. Je sais qu'il y a des travaux qui se font du côté des cahiers de doléances. Je pense à ma collègue, par exemple, Marion Bendinelli, que vous connaissez peut-être, qui est textométricienne, du coup, qui travaille en sciences du langage, analyse du discours, qui s'intéresse notamment aux cahiers de doléances qui ont été déposés dans le Jura à la mairie de Dole. Et je me demandais si justement, vous aviez pensé à intégrer ces autres dispositifs ou en tout cas les faire dialoguer, peut-être pour voir ce qui, même s'ils sont différents, on pourrait comparer, il y a des ressemblances, sûrement des différences. Est-ce que vous avez pensé à les intégrer ou à en tout cas les questionner, voilà ce que ça pourrait apporter de mutualiser peut-être vos acquis avec ceux qui ont été, avec les observations qu'ont fait d'autres collègues qui ont travaillé sur ces autres dispositifs d'expression. Merci à vous. C'est tout à fait juste. Alors, on a travaillé sur le vrai débat et le grand débat avec le laboratoire Triangle de Lyon. Et en fait, ils ont porté un projet justement d'analyse des cahiers de doléances. Et donc, on a déposé, c'est une ANR, hein, on a déposé une ANR avec eux pour pouvoir analyser ces fameux cahiers de doléances, parce qu'ils avaient en fait un contact aux archives, donc c'est en partenariat avec les archives de la BNF. Ben, c'est toute une affaire, parce qu'en fin de compte, déjà, tout n'a pas été ossérisé, donc du coup, on n'a pas accès à tout, mais ils ont quand même ossérisé un maximum de choses, bon, on ne sait pas exactement quoi. Et puis, en fait, ce projet a été retoqué, parce que les archives sont sorties du projet, tout simplement, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre parti pour une ANR et pas peut-être pour d'autres projets concurrents ou je ne sais pas quoi. Donc au final, en fait, il n'est pas arrivé au bout du chemin, ce projet. Nous, on était juste partenaires pour faire l'analyse textométrique et comparer par rapport à nos résultats, en fait, hein. Et ça aurait été super intéressant. Donc, on n'a pas accès à ça. Après, il y a plein de cahiers qui n'ont pas été ossérisés, qui sont encore dans les mairies. Et effectivement, j'ai eu donc ma collègue Magali Della Souda de Bordeaux, donc ceux qui avaient fait les études sociaux, là, ils sont sur les cahiers de doléances aussi. Ils ont un gros projet sur les cahiers de doléances et de Bordeaux. Alors là, ça serait hyper intéressant. Je ne savais pas du tout que vous aviez cette collègue-là. Je vais lui en parler à Magali, du coup, parce qu'il faudrait quand même que les chercheurs convergent, puisque là, c'est sur la mairie de Dole, elle, c'est sur la mairie de je ne sais plus quoi, à côté de Bordeaux. Enfin, bon, ça serait super intéressant. Donc, je vais les mettre en contact. Du coup, les cahiers de doléances, elle m'a contactée pour qu'on discute ensemble et pour la dimension textométrique. Bon, voilà, on est en train de voir, mais je ne pense pas que nous, au LERAS, on va laisser les autres, puisqu'il y a pas mal de chercheurs qui le faire. Et puis après, par contre, imaginez un séminaire ou un travail un peu qui regrouperait tout ça et on pourrait échanger, comme vous dites, et voir un petit peu si ça résonne ou si ça ne résonne pas, avec surtout des indicateurs. Ce qui serait vachement intéressant, c'est ces indicateurs géographiques, quoi. De prendre des données même de l'INSEE, de pouvoir comparer aussi par rapport à la taille des villages, etc. Donc là, ça serait super. Bon, mais ça, c'est pour plus tard, hein. Il y a plein de projets à faire. En tout cas, merci, oui. Merci à vous. Merci Séverine, merci Brigitte. Y a-t-il d'autres donc dans le chat, Séverine a indiqué donc Marion Bendinelli, hein, qui travaille en textométrie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. On voit qu'il y a matière là pour des années encore de recherche. Et effectivement, la convergence des chercheurs me paraît importante parce que d'une part, compte tenu du volume des données, de la multiplicité des espaces. Et comme tu le disais, Brigitte, je trouve que ça serait très intéressant de voir s'il y a des spécificités régionales ou pas, et de voir un peu la diversité aussi du mouvement qui
dont on ne parle plus, enfin, voilà, compte tenu de nombreux événements, dont la pandémie, je trouve que par rapport aussi à la construction des événements médiatiques et voilà, au côté un peu éphémère aussi de certains traitements médiatiques, parce qu'aujourd'hui, toi, tu observes toujours une activité intense sur, par exemple, Telegram. Est-ce que tu suis encore les groupes? Alors, non, Telegram, ils ont fermé le fil, donc il n'existe plus. Et sur Facebook, il faudrait aller voir. Okay. Donc, et c'est un travail compliqué que Lucie Loubert a réalisé, mais qu'il faudrait refaire effectivement pour aller voir ce qui s'y passe. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Ouais. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Non. Bon, on aurait matière, voilà, il y a encore, moi vraiment merci, un grand merci Brigitte pour cette synthèse riche et dense. Et voilà, moi j'aurai encore plein de questions, mais on aura l'occasion, j'espère, d'échanger sur d'autres aspects méthodologiques, sur voilà, l'accès au terrain, la suppression des messages, parce que je trouve que pour les chercheurs, on est confronté maintenant aussi à des difficultés méthodologiques et épistémologiques, hein, y compris par rapport à la question des données, enfin, voilà, c'est vraiment passionnant. Et je vois dans le chat, voilà, tout le monde te remercie et souligne voilà, la richesse de ce travail et de cette dimension collective aussi du travail, parce qu'on est obligé quand même aussi d'unir nos forces face à des données comme celle-là pour mener à bien nos analyses. Donc vraiment, merci. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Johannes, ou d'ailleurs Brigitte, hein, je ne sais pas si tu veux... Non, mais je pense que comme tu l'as dit, la dimension collective du travail de recherche, je pense que de toute façon, elle existe même quand on travaille tout seul. Et qu'au fond, elle est importante et que ça, c'était une expérience de recherche en temps réel qui a été aussi une expérience de recherche très intéressante, une expérience collective. Et c'était super. Donc ça, je me dis, c'est aussi un des résultats de l'étude. Et puis, merci à vous de m'avoir permis d'exposer au nom de toute l'équipe voilà, les travaux qu'on a conduits et les réflexions qui nous viennent aujourd'hui et qui me viennent aussi, que je vous ai montré dans cette présentation. Merci beaucoup, Christine, en tout cas. Merci à toi, Brigitte. Qui m'ont écouté. Merci à vous. Donc, on vous propose, il se trouve que moi j'ai une autre réunion là dans une demi-heure, j'enchaîne aujourd'hui, donc je vais, voilà, si vous en êtes d'accord, s'il n'y a plus de remarques, voilà, vraiment merci Brigitte, et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle programmation, de nouveaux échanges autour de ces questions du discours en sciences humaines et sociales. Et merci à toutes et toutes. Je ne sais pas si, Johannes, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas vraiment, mais merci beaucoup pour cette touche finale tout à fait inspirante pour après une année difficile. Et donc, on va se mettre ensemble pour penser un peu comment continuer avec ce séminaire. Je pense que ça a été vraiment un plaisir de vous voir ici, de discuter avec le groupe en ligne. Donc, on va essayer de continuer l'année prochaine et on va annoncer voilà, la suite bientôt. Donc, je coupe l'enregistrement. Très bel été à toutes et tous. Voilà. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.